Bonjour Vincent Duluc, Bonjour. leader de la rubrique Football à l'équipe, chroniqueur RTL, d'autres radios évidemment, spécialiste du football. Vous publiez le 5e Beatles, on va en parler, c'était George Best, une légende du foot. Mais d'abord, on est à 3 jours de l'ouverture de la Coupe du Monde, ça chauffe, qui peut l'emporter ? Le grand favori, c'est le Brésil à domicile. Il va y avoir une telle fièvre autour de cette équipe, mais il y aura probablement aussi des contestations sociales en parallèle. Il y aura une telle fièvre, il y a un tel talent à l'image de Neymar, il y aura une telle difficulté à arbitrer en plus cette équipe de manière, on va dire, complètement objective, que je pense que le Brésil peut aller loin. C'est-à-dire, un arbitrage, vous dites comme ça que les arbitres vont être partisans ? Non, je ne dis pas qu'ils vont être partisans, je dis qu'il va être très compliqué de siffler contre le Brésil un penalty à la 90e minute, c'est tout. Oui, la Croatie, elle peut faire le poids, là, Oui, la Croatie peut faire le poids parce que c'est une équipe qui peut être assez embêtante, qui est bien organisée, qui a des contres assez rapides, qui a des bons joueurs de foot, comme le Madrilène Modric, qui a été génial avec le Real en finale de la Ligue des Champions. Donc oui, la Croatie peut gêner un peu le Brésil. Oui, alors évidemment, la France affronte le Honduras dimanche. Le grand début d'une équipe de France qui a retrouvé finalement la faveur du public. Elle a ses chances. Je pense que c'est deux dossiers assez différents. Effectivement, elle est redevenue populaire en France, ce qui est déjà une grande victoire. Mais la vraie victoire, ça sera forcément de passer le premier tour. Face au Honduras, à la Suisse et à l'Équateur, c'est la moindre des choses. Elle a toutes ses chances de passer le premier tour, elle doit absolument le faire. Après, elle a très très peu de chances d'aller loin dans la compétition. Alors historiquement, par un fait bizarre, l'équipe de France soit est éliminée au premier tour, soit va au moins en demi-finale de la Coupe du Monde. Mais si celle-là passe le premier tour, j'ai peur qu'elle n'aille pas en demi-finale et qu'elle ait un destin beaucoup plus ordinaire. Vous ne croyez pas à la capacité d'une équipe à se révéler dans une compétition au Brésil, comme ça, galvanisée par le mondial ? Je pense que parfois, il y a des équipes surprises, forcément, et que cette équipe de France-là peut être une équipe surprise. Mais elle a quand même quelques limites, notamment défensives, où elle est très jeune, où elle n'a pas beaucoup de vécu commun. Et je pense que sur une Coupe du Monde, on ne gagne jamais sur l'attaque, on ne gagnera pas grâce à Benzema, on gagne toujours grâce à la défense. Et sur ce plan-là, on manque un petit peu de référence. Alors du côté des équipes africaines, alors le Cameroun va affronter le Mexique, il y aura le Ghana, il y a la Côte d'Ivoire. Est-ce que les équipes africaines peuvent briller ? Moi, je pense qu'elle peut briller. Forcément, le sens du football, le sens de l'histoire du football, c'est qu'un jour, une équipe africaine arrive enfin en demi-finale. Pour l'instant, ça n'a jamais été le cas. Le Cameroun s'est arrêté en quart, le Ghana s'est arrêté en quart. Je pense quand même, le Sénégal s'est arrêté en quart. Je pense quand même que cette Côte d'Ivoire-là, qui est dirigée par Sabri Lamouchi, elle a quand même beaucoup, beaucoup de talent et que la génération Yaya Touré peut quand même peut-être rentrer la première équipe africaine d'un dernier carré. Oui, alors on revient en Europe, des matchs formidables, Espagne, Pays-Bas, Angleterre, Italie, ce sont des classiques. Ce sont des classiques. Ce n'est pas toujours au premier tour que les classiques laissent plus de traces, parce que parfois c'est un match où les deux gros peuvent se contenter justement de faire match nul en se disant on gagnera contre les autres. Mais c'est quelque chose qui va forcément donner un petit peu le ton de la qualité du jeu de cette Coupe du Monde au Brésil. Et par exemple lever le voile sur est-ce que les grandes stars du foot européen on est encore un petit peu sur la semelle quand arrive le mois de juin et qu'ils disputent une Coupe du Monde sur un autre continent. Alors vous allez bientôt partir, vous avez beaucoup de chance, vous allez retrouver les Français. Vous allez leur dire quoi finalement à cette équipe de France ? Qu'est-ce qu'il faut, vous, le journaliste sportif ? On ne va pas leur dire grand-chose, ou alors de très loin. Il va falloir qu'on parle fort pour qu'ils nous entendent, parce qu'on ne va pas beaucoup les croiser en dehors des zones mixtes d'après-match, en dehors de quelques conférences de presse à prise unique désormais, où finalement la matière est diffusé tout de suite par les sites d'information rapide. Et nous, presse écrite, on a un petit peu de mal après à revenir dessus. Donc on ne va pas leur dire grand-chose, mais tout ce qu'on peut leur dire, c'est de profiter d'une Coupe du Monde. Parce qu'en 2010, ils n'en avaient pas profité. Parce qu'on se souvient quand même qu'en 2006, avec le retour de Zidane, il y avait quand même une espèce de fièvre revenue dans le pays, que les gens étaient de nouveau descendus dans la rue et que c'est des moments fantastiques à vivre. Oui, alors c'est une Coupe du Monde qu'on espère propre, qu'on espère clean, même si on voit qu'il y a des mouvements sociaux. Le Brésil va vivre avec tout ça. Vous sentez quand même qu'à un moment donné, tout ça, le peuple va se rassembler ? Je pense que le peuple va se rassembler, mais forcément, la Coupe du Monde est un levier fantastique pour les revendications. On voit bien qu'à peu près la crise brésilienne, elle vient notamment des classes moyennes, des classes éduquées. Et je pense que ces gens-là, ils vont tenter de rester dans la rue le plus longtemps possible et que les victoires brésiliennes ne vont pas l'en détourner. Oui, le Qatar en 2022, il faut le faire ou il faut revoter à la FIFA la semaine prochaine ? Le problème, c'est que la FIFA a donné le Qatar pour beaucoup de mauvaises raisons, mais qu'il y a parfois des bonnes raisons. Et ça serait quand même normal qu'une fois la Coupe du Monde de foot aille dans cette région du globe. Donc peut-être pas dans un seul pays, peut-être pas dans le seul Qatar, et sans doute pas pour ces raisons-là. Mais je trouve que c'est un dossier un peu compliqué. Mais on va voir si le président Blatter de la FIFA veut vraiment faire revoter pour le Qatar ou c'est juste un discours préélectoral
qui cessera d'avoir une fois sa réélection entérinée dans les jours qui viennent. On va voir des images de légendes. Il s'appelait George Best, il nous a quittés en 2005. Il était qualifié de 5e Beatles. C'était l'un des plus grands attaquants de l'histoire du foot. Ce Nord-Irlandais comme ça, tout à fait anachronique, qui aimait les femmes, qui aimait l'alcool, qui aimait tout finalement. À la manière d'un Beatles finalement. C'était la première pop star. Vous lui consacrez un livre, hein, Vincent Duluc, le 5e Beatles. Ça a été véritablement la première pop star du foot. Ça a été la première pop star du foot européen et du foot anglais en général. Le foot anglais était déjà le football européen le plus médiatique, le plus suivi. Et lui, ça a été quelqu'un qui a été peut-être l'anglais le plus photographié pendant 10 ans, avec les Stones et avec les Beatles. C'est quelqu'un qui a révolutionné tous les codes du foot, parce que ça a été un dribbleur extraordinaire dans un milieu qui était un peu aseptisé, un peu plus collectif. Les codes de la mode dans le foot, parce qu'il a été le premier à avoir comme ça les cheveux longs et des chemises extravagantes et des pantalons à pattes d'œuf. Et puis il a révolutionné, on va dire, les codes de la vie privée. Jusque-là, les footballeurs se mariaient tôt pour avoir une vie sage, ou étaient obligés... Il a dit, j'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les filles et les voitures de sport, et le reste, je l'ai gaspillé. Voilà, c'est ça. Ça résume absolument toute sa vie. Il avait les poches percées, il a vécu une vie intense, mais courte, y compris sa carrière. À 27 ans, il n'était plus vraiment footballeur professionnel. Oui, il dit un jour, j'ai acheté une maison au bord de la mer. Et pour aller à la plage, il y avait un bar et j'ai jamais vu la mer. Voilà. En même temps, il ne savait pas nager. C'était un gamin de Belfast qu'on n'emmenait pas à la piscine. Et donc, il a vécu pendant longtemps à Hermosa Beach, au sud de Los Angeles. Et effectivement, il n'a jamais mis le pied dans l'eau. Alors, il a dit aussi, si j'avais été moche, on n'aurait jamais entendu parler de Pelé. Alors ça fait partie de ses bravades. On doit sans doute entendu Pelé quand même. Mais on l'a aussi appelé le Pelé blanc. Et ça a sans doute été le plus grand joueur qui ait jamais disputé une Coupe du Monde. C'était un peu son drame sportif. Son drame sportif, qui l'a entraîné un peu quand même dans les ténèbres, ça a été d'une part l'affaiblissement de Manchester United, qui est devenu vraiment une équipe ordinaire à partir de 70, alors que lui, il avait encore 24 ans et qu'il était capable de donner le meilleur que lui-même. Et ça a été de jouer pour l'équipe d'Irlande du Nord, qui ne s'est jamais qualifiée pour la Coupe du Monde quand il était joueur. Alors encore une bonne phrase. Il a dit en 1969, j'ai arrêté les femmes et l'alcool, ça a été les 20 minutes les plus difficiles de ma vie. Voilà, je pense que c'était la dernière fois qu'il les a vraiment arrêtés. Après, il ne s'est plus jamais arrêté. Oui, non, mais il était incroyable, hein, c'est ça. Hein. Mais c'était un joueur flamboyant, c'était un joueur drôle, c'était... Je pense que quand il était jeune, on voit un peu des vieilles images où il a une gueule d'ange, où je pense que tout le monde avait envie d'être copain avec lui. Et en fait, le fond du truc, c'est que toutes les femmes avaient envie de coucher avec lui et tous les hommes avaient envie de passer une soirée au pub avec lui. Et là, il a jamais échappé ni aux uns, ni aux unes, ni aux autres, en tout cas. Vous dites, toutes les femmes voulaient coucher avec lui, il a essayé de convaincre les autres. Voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Hein, c'était vraiment, il avait un appétit incroyable. Il reste comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Il reste voilà, il reste toujours un des grands. Il a laissé cette trace-là sur le terrain. C'est-à-dire que c'est pas seulement une trace extra-sportive, c'est pas seulement la trace d'un destin qui a mal fini. Dans tous les sondages, il est le joueur du siècle de Manchester United et parfois le joueur du siècle en Grande-Bretagne. Formidable roman. Le 5e Beatles, Vincent Duluc, publié chez Stock. C'est votre livre. Allez, bonne Coupe du Monde. Merci. Et on se revoit bientôt.